Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. On se retrouve pour la deuxième partie de notre cours sur les longlines. Dans cette partie du cours, nous allons aborder les thèmes suivants: les éléments qui composent la longline, dont les cordes, les flotteurs, l'accastillage et les corps morts, ainsi que les différents modèles de filières. On commence tout de suite avec l'élément principal de la longline et qui est la corde. Dans ce cours, je vais vous parler de 3 modèles de cordes et le choix du type de corde se fait en fonction de la ligne mère, de l'expérience du conchyliculteur, de la zone de production, si c'est un site exposé ou pas exposé, et également en fonction du modèle de la longline, s'il s'agit d'une filière flottante ou bien d'une filière subflottante ou subsurface, parce que ça change en fonction des modèles, ça change un tout petit peu. Le premier modèle de corde dont je vais vous parler est celui-ci. Ce sont des cordes câblées en polypropylène. Bon, la matière change. Vous pouvez avoir des cordes en polypropylène et vous pouvez avoir des cordes câblées en fibre naturelle. Mais ce n'est pas la matière qui nous intéresse. Dans ce cas, c'est beaucoup plus la configuration de la corde. Vous remarquez la présence de plusieurs torons qui sont eux-mêmes composés d'un ensemble de fibres, de torons de fibres. Et les torons de fibres sont composés d'un ensemble de fibres. Alors, ce sont les cordes qui sont les plus utilisées en mer. Si vous allez dans un port, vous allez remarquer que la plupart des bateaux sont amarrés avec ce type de cordes. Ces dernières présentent un certain nombre d'avantages. Tout d'abord, on peut séparer les torons pour faire passer une autre corde d'un diamètre inférieur pour la nouer autour de cette corde. C'est ce qu'on fait pour accrocher les suspensions ou les flotteurs de suspension. Et la corde, elle ne va pas coulisser au niveau de la ligne mère. Elle va rester à sa place. Le deuxième avantage, c'est que c'est des cordes sur lesquelles on peut effectuer des corrections. Si on coupe un tronçon de corde trop long, on peut le raccourcir en effectuant des nœuds de raccourcissement ou bien on peut l'allonger en rajoutant des épissures. D'ailleurs, vous en voyez une en image. Alors, une épissure, c'est quoi? C'est une opération qu'on effectue sur les cordes, soit pour relier deux cordes l'une avec l'autre, soit pour faire un œil, comme celui que vous voyez à l'image. On parlera plus en détail des épissures et des nœuds dans la vidéo suivante. Donc, je vous disais que ce type de corde nous permet d'effectuer des modifications sur la structure en effectuant des nœuds de raccourcissement. On peut allonger les bouts de corde en effectuant des épissures et on peut également faire des petits yeux comme ce que vous voyez. On peut faire un anneau en corde à l'aide de cette technique d'épissurage. L'inconvénient de ces cordes est qu'elles sont plutôt sensibles aux coups de couteau ou d'hélice. Si on prend par exemple un objet tranchant et qu'on le fait passer par-dessus la corde, eh bien malheureusement ça se coupe. Pour pallier à ce problème, il y a un deuxième type de corde qui existe sur le marché. Ce type de corde se caractérise par la présence d'une lame en acier. Lame qu'il y a à l'intérieur de la corde, dans le cas de celle-ci c'est du polypropylène, c'est une petite corde à l'intérieur. Au lieu que ce soit une petite corde en polypropylène, vous allez trouver une corde en acier. Et c'est plus difficile à couper. Bon, l'avantage et l'inconvénient de ces cordes-là qu'on appelle des cordes mixtes, ce sont des cordes câblées mixtes. L'avantage, c'est qu'elles sont moins sensibles aux coups de couteau, c'est difficile de les couper. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas les épissurer, elles sont pré-épissurées en usine. On ne peut pas effectuer des nœuds de raccourcissement ou un quelconque nœud et on ne peut pas séparer les torons pour faire passer une autre corde parce que sinon on risquerait de mettre à nœud la lame en acier qui compose la corde. Et l'inconvénient majeur du câblé mixte, c'est qu'on ne peut pas le réparer. S'il est abîmé, si par exemple il y a un objet tranchant qui vient détériorer les torons de corde, eh bien, votre structure, elle va pas se transformer en pelote de laine, ce qui est un avantage, mais l'âme en acier va être mise à nu et elle risquerait de subir la corrosion. Et dans ce cas, il faut sortir la ligne mère et retourner la corde à l'usine pour qu'on puisse effectuer les réparations nécessaires.
Par contre, quand c'est le cas des cordes en polypropylène câblé classique, on peut effectuer les réparations, parfois même en mer, hein, si la météo le permet. On peut même effectuer une épissure de fortune rapidement, ça tient très très bien. J'ai récupéré ce jour-là, le jour où on a tourné la vidéo, une épissure qui datait de 5 ans. Et c'était une épissure qui avait été réalisée à bord du bateau et elle avait quand même tenu, alors attendez, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. 4 ans, mine de rien, 4 ans. Donc c'est quand même incroyable. Et on a vu des épisodes de mauvais temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les cordes pour un même diamètre, quand on compare les prix, on compare des cordes d'un même diamètre. Pour un même diamètre, une corde en câblé mixte va coûter plus cher qu'une corde en câblé classique. Pourquoi? C'est principalement à cause de lame métallique qu'il y a à l'intérieur. Il y a aussi d'autres paramètres qui influent sur le prix. Si vous importez vos cordes ou bien si les cordes ont été fabriquées ici, vous n'allez pas avoir le même prix. Mais la qualité des cordes est légèrement différente. Il faut aussi prendre en compte la souplesse et l'élasticité de la corde. Parce qu'on va travailler en mer, on va devoir effectuer des travaux sur ces cordes la plupart du temps. Donc il est préférable de choisir des cordes qui soient assez souples. Il y a des cordes qui sont moins coûteuses, mais qui deviennent rigides au contact de l'eau. Alors que celles-ci, elles restent quand même relativement souples malgré l'eau de mer. Ce qui est un point très avantageux lorsqu'on fait de la conchiliculture ou même de la pêche ou même de la pisciculture en cage. Mais en conchiliculture, c'est beaucoup plus important parce qu'on travaille avec les cordes et rien qu'avec des cordes. Donc on doit bien sélectionner la matière avant d'assembler notre structure flottante. La nature de la matière est importante, sa durabilité dans le temps est également importante parce qu'on ne va pas acheter un rouleau de corde chaque année ou chaque 2 ans. C'est des choses qu'on va garder quand même un certain temps, surtout pour la ligne mère ou pour les amarres. Mais il faut aussi garder en tête que c'est des structures qu'on va installer en mer et elles peuvent être appelées à partir. Donc l'investissement en termes de cordage, il doit être mesuré. Il faut que ce soit un truc de qualité, mais en même temps, il ne faut pas prendre ce qu'il y a de plus coûteux sur le marché parce que ça va faire grimper la facture et on ne sait jamais ce qui peut arriver en mer et on peut perdre l'ensemble de la structure. Et si elle coûte excessivement cher, ça peut être problématique. Maintenant, je vais vous parler d'un dernier type de corde, ce sont les cordes tressées. Alors, les cordes tressées, vous avez une corde, un ensemble de fibres à l'intérieur, et ces fibres vont être tressées les unes dans les autres, contrairement aux cordes câblées où vous avez des torrents de cordes qui s'entortillent autour d'une lame centrale. Là, les torrents, eh ben, enfin, ce ne sont pas des torrents, ce sont des fibres qui sont tressées les unes dans les autres. Et la corde en elle-même, elle va être à l'intérieur. Ça, c'est une gaine de protection, une gaine tressée. Cette gaine tressée, elle va protéger la corde et faire en sorte que la coupe soit plus difficile. Donc, c'est des cordes qui sont plus solides que les cordes câblées classiques, qui sont également un peu plus coûteuses si on prend des cordes de diamètre similaire avec des matières à peu près similaires. Eh bien, on va avoir une différence de prix pour les cordes en faveur des cordes tressées. Donc maintenant, nous allons parler des avantages et des inconvénients du tressé. Les avantages, c'est que c'est plus solide, c'est plus difficile à couper, ce qui peut être considéré comme un avantage chez nous. L'inconvénient, c'est que c'est plus difficile à travailler, c'est difficile à réparer, on peut faire que des nœuds marins dessus. C'est compliqué de faire des épissures sur ce type de cordage. D'ailleurs, je n'ai pas encore croisé le chemin d'un ramondeur qui sache faire des épissures sur ce type de corde. J'ai vu des vidéos sur Internet, mais je n'ai pas trouvé de professionnel qui sache le faire sur le terrain. En général, les gens préfèrent travailler sur du câblé plutôt que sur du tressé. Et encore, les épissures paraissent un peu moins solides que celles sur le câblé. Maintenant, nous allons parler des flotteurs. Ce sont des bouées qui sont censées assurer la flottabilité de la structure ainsi que du cheptel. Leur forme et leur volume et les matériaux avec lesquels ils sont faits
varie en fonction des modèles et en fonction des modèles de longline qu'on va installer. Alors, nous avons des flotteurs sphériques, des flotteurs coniques, des flotteurs cylindro-coniques, des flotteurs étirés. Et le choix du flotteur, il se fait en fonction du modèle de la longline, qui lui-même se fait en fonction du lieu dans lequel on va installer notre longline. Les flotteurs diffèrent par leur forme, leur volume, mais aussi par la matière avec laquelle ils sont fabriqués. On trouve des flotteurs qui sont faits en plastique, comme ce qu'on peut voir dans les magasins de matériel de pêche, mais il existe aussi des flotteurs en acier remplis avec de la mousse qui ont une plus grande flottabilité et offrent une meilleure durabilité et une meilleure résistance dans le temps. En Algérie, le modèle le plus utilisé est celui que vous voyez. Ce sont des flotteurs cylindro-coniques qui correspondent à un modèle de filière de type subflottant. Voilà, c'est le modèle qui est le plus utilisé chez nous. Nous verrons cet aspect dans la prochaine vidéo lorsqu'on parlera des différents types de longline. Donc les amis, maintenant nous allons parler des différents éléments métalliques qu'on utilise en conchiliculture. Il y en a beaucoup plus, mais ceux-là sont ceux qu'on utilise le plus souvent. Nous allons parler des manies, de l'émerillon, ceci est un émerillon, ceci est une manie, et ça c'est un cosqueur sur anneau. Je vais vous expliquer le rôle de chaque élément métallique. Bon, en conchiliculture, on a dit que les structures flottantes qu'on utilise, les longlines, sont un ensemble de cordes, de flotteurs, et de corps morts. Et pour relier ces trois éléments, on va avoir besoin d'un quatrième élément qu'on appelle l'accastillage. L'accastillage, c'est l'ensemble des éléments métalliques que nous allons utiliser en conchiliculture. Bon, tout d'abord, les cordes que nous utilisons peuvent, en étant en contact avec le métal, elles peuvent pas s'effriter, mais les frottements peuvent dégrader les cordes. Donc, ce qu'on va faire pour les protéger, bon, le métal ne va pas dégrader la corde en soi, mais ce sont des frottements suite au mouvement de la houle, des vagues et des courants marins. Il va y avoir des frottements entre les cordes et les éléments métalliques et elles peuvent lâcher, elles peuvent se déchirer. Donc, pour éviter ça, ce qu'on va utiliser, on va utiliser ce petit truc qui est génialissime. C'est ce qui nous permet de protéger nos cordes. Ça, c'est un cosqueur sur anneau. Alors, vous pouvez le trouver comme ça, un ensemble, ou bien vous pouvez trouver ces éléments séparés, c'est-à-dire le cosqueur tout seul et l'anneau tout seul. Bon, le plus pratique, c'est quand même de le prendre avec un anneau, ça va vous simplifier l'existence et vous faire économiser des manies aussi. Donc, le cosqueur, le voilà. C'est un élément métallique qui nous permet de protéger la corde, la partie qui va être en contact. Eh ben, il y a des enfants qui pleurent, génial. La partie de la corde qui va être en contact avec l'élément métallique, on va la placer à cet endroit. Voilà l'emplacement de la corde. Je vais vous montrer un exemple. Et ça va nous permettre de protéger la corde contre les frottements. Bon, je vous montre juste avec cette corde pour vous expliquer, parce que ça, c'est un cosqueur qui est conçu pour une corde de 40 mm de diamètre. Et cette corde ne fait que 20 mm de diamètre. Donc, vous voyez, on la place de cette façon. Et on va bien la serrer et on va effectuer une épissure. Vous verrez dans la prochaine séquence ce que c'est qu'une épissure. Voilà. Et du coup, même si la structure bouge, eh bien, il ne va pas y avoir l'effet des frottements. La corde va être protégée contre l'effet des frottements. Par contre, si je place ma corde comme ça et que j'effectue mon nœud, eh bien, vous voyez, la corde, elle va frotter contre l'anneau et elle risque de s'abîmer. Si elle risque de s'abîmer, elle s'abîme. Donc, nous, pour éviter d'abîmer nos cordes, pour prendre soin de nos cordes, on rajoute des cosqueurs sur anneau ou bien des cosqueurs tout simples. Et pour relier les différents cosqueurs avec les maillons des chaînes ou bien avec des anneaux, eh bien, on utilise une manie. Donc voilà, j'étais en train de vous dire que les manies, eh bien, ce sont des éléments métalliques qui permettent de relier d'autres éléments métalliques les uns avec les autres. Comme par exemple ce cosqueur. Si je n'avais pas d'anneau et que je veux relier la corde à un anneau, qu'est-ce que je vais faire?
eh bien, je vais procéder à une épissure ou à un nœud au niveau du cosqueur. Je vais mettre une manille, plus grosse que celle-ci, parce que les manilles correspondent, elles ont des références. Et celle-ci, c'est une manille de 8 tonnes. Pour un cosqueur de 40 mm, je crois qu'il faudrait une manille de 12 tonnes. Donc, avec une manille, imaginez une manille plus grosse, eh bien, on pose la manille à l'intérieur du cosqueur et on va faire entrer un anneau à l'intérieur de la manille. Et on va refermer la manille grâce à son écrou. Voilà. Et on freine l'écrou grâce à ce boulon. Voilà. Nous avons deux types de manilles. Nous avons des manilles en forme de E et des manilles en forme de lyre. Les manilles en forme de lyre, elles présentent l'avantage d'avoir un plus large espace ici à cause de leur forme en forme de lyre, ce qui nous permet d'utiliser des diamètres un peu plus importants. En général, dans les filières qui sont vendues, vous allez trouver ce modèle-là. Et les écrous aussi, ils varient. Vous avez ce modèle-ci qui fonctionne avec une goupille et vous avez un autre modèle qui fonctionne avec une clé à griffe. Et enfin, le dernier élément métallique dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est celui-ci, c'est un émerillon. L'émerillon, on peut l'utiliser dans la filière, mais bon, c'est pas un élément qui est particulièrement utile dans la filière. C'est beaucoup plus un élément qui est utilisé lorsqu'on utilise des chaînes. Si vous avez un amarrage mixte ou un amarrage à chaîne, vous risquez d'avoir besoin de l'émerillon. Mais si vous avez un amarrage simple en corde de polypropylène ou même en tressé, l'émerillon n'est pas spécialement utile. Mais lorsqu'il y a des chaînes, il faut impérativement utiliser l'émerillon. C'est quoi le rôle de l'émerillon? Eh bien, vous allez voir qu'il est composé de deux parties, une partie fixe et une partie mobile, avec deux anneaux. Un anneau va nous permettre de le relier à l'objet qu'on veut placer. Alors, ça peut être l'anneau de la balise. Donc, il va y avoir ici l'anneau de la balise, une manille, l'anneau de l'émerillon. On referme avec l'écrou. Et en bas, on va avoir l'anneau de l'émerillon, la manille et un maillon d'une chaîne. Et on va fermer. Le rôle de l'émerillon, c'est de tourner sur lui-même, parce qu'à cause des mouvements de la houle et du courant, eh bien, la balise, elle va tourner sur elle-même et elle va faire des tours. Et au bout d'un certain nombre de tours, les chaînes peuvent casser, parce qu'elles sont solides, mais leur solidité est limitée quand il y a trop de tours. Alors, pour éviter la formation de ces tours, on va rajouter ce petit élément qu'on appelle émerillon. Voilà pour la castillage, c'est ce qui est le plus utilisé en conchiliculture. Il y a d'autres éléments métalliques comme les crongés et quoi d'autre. Bon, il y a aussi les crongés, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo plus détaillée. Là, je vous dis juste l'essentiel. Voilà. Maintenant, nous allons parler des points d'amarrage. Alors, un point d'amarrage, c'est quoi? C'est un élément qui va faire en sorte que la filière ou la longline ne quitte pas son site en fait. Parce qu'il faut bien l'attacher quelque part. Ces cordes et ces flotteurs, il faut qu'ils aient un point où on va les attacher. Chez nous, les points d'amarrage se présentent sous forme de corps morts ou de blocs de béton. Mais il existe des modèles de longline dans lesquels on va utiliser des encres. Bon, l'encre est un sujet à part entière qui pourrait faire l'objet de 20 vidéos facilement. On va s'en passer, d'autant plus que chez nous, on parle principalement des blocs de béton. Les encres, on les rajoute en plus des blocs de béton. Le nombre de blocs de béton varie en fonction du modèle de la longline. Vous avez des longlines qui sont toutes simples et qui n'ont besoin que de 2 blocs de béton aux extrémités pour amarrer la longline. Et il y a des modèles un peu plus complexes qu'on appelle longline à tronçon. Dans ce modèle, vous allez avoir besoin d'un plus grand nombre de blocs de béton en fonction du nombre de tronçons. Par exemple, si vous avez une filière à 4 tronçons, vous allez avoir besoin d'un minimum de 5 blocs de béton. Et si vous avez une filière à 8 tronçons, vous allez avoir besoin d'un minimum de 9 blocs de béton. Et ça peut être un peu plus. Maintenant, nous allons parler des dimensions du bloc de béton. Le bloc que vous voyez sur cette photo, vous remarquez qu'il fait quasiment ma taille, hein, c'est un bloc de 5 tonnes. Et là, pour le choix des dimensions, il existe 2 écoles. La première école recommande d'utiliser des blocs de béton
avec un grand volume ou de dimension importante, à partir de 5 tonnes. Ça peut être 10 tonnes, 20 tonnes, en fonction des dimensions de la longline et en fonction du degré d'exposition de la longline. La deuxième école préconise d'utiliser plusieurs blocs de béton pour atteindre les 5 tonnes ou bien pour atteindre les 10 tonnes. C'est-à-dire que vous allez utiliser, au lieu d'utiliser un seul bloc de béton de 5 tonnes, vous en utilisez 5 d'une tonne ou bien 3 de 2 tonnes. Après, qu'est-ce qui va se passer dans le fond marin? C'est que le fond marin va les absorber. Si c'est un fond meuble, les blocs vont s'enfoncer et votre structure, votre point d'amarrage sera bien ancré dans le substrat. Mais si vous avez un substrat dur, vous allez installer votre structure dans un substrat dur, là vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'utiliser un bloc assez conséquent. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On attaquera les différents modèles de longline dans la vidéo suivante. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'ai été ambitieuse. Je pensais que j'allais pouvoir mettre 2 chapitres dans une seule vidéo, mais nous sommes déjà à 20 minutes. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau cours en l'occurrence. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt!